Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vous dis à chaque fois que c'est à Cube que ça se passe. Hier, ça a brassé pas mal avec Olivier Primo qui a donc obtenu cette entrevue avec le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Et j'entendais à une autre station, enfin pour pas la nommer, à Radio-Canada, des analystes qui justement se posaient sur la question de la pertinence. Pourquoi des politiciens choisissent d'aller se faire voir dans tous les sens du terme? Non, d'aller se faire voir dans un balado avec un homme d'affaires, aussi excellent soit-il, plutôt que de répondre aux questions des vrais journalistes. Parce que oui, il existe une telle chose que des vrais journalistes. Alors, je vous invite à vous faire votre propre opinion et à retrouver cette entrevue que j'ai faite hier avec Olivier Primo sur toutes les plateformes de Cube Radio. Bonjour, Madame Cybèle Olivier. Bonjour, Madame Sophie. Bonjour. Écoute, Cybèle, dans quelques instants, tel que promis, avec mon collègue Jean-François Cloutier du bureau d'enquête de Québécois, on va révéler des chiffres extrêmement percutants concernant certains députés libéraux fédéraux. Donc, je pense qu'il faut encourager les gens à nous écrire et à nous appeler pour réagir à ce dossier-là qu'on va divulguer dans quelques instants. Bien sûr. Donc, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. De ce dont on s'attend de vous, c'est de m'écrire, de réagir à ce texte-là qui va sortir dans quelques instants, si c'est pas même déjà fait, Sophie. 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter, vous pouvez nous appeler également, sinon ils vont vous diriger ou le studio@cube.radio. On va prendre vos commentaires en direct pour les 20 prochaines minutes. Alors, j'ai avec moi Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Sophie. Jean-François, Cube et le bureau d'enquête sortent au moment où on se parle. Donc, on divulgue le résultat de cette enquête. Tu as fouillé ce dossier-là. Je te laisse... À partir quand même d'informations. Oui. Un peu, Alors, voilà. Alors, ce qui s'est passé pour la petite histoire, j'ai été mis au courant d'un certain nombre d'informations. Je t'ai contacté, mais c'est toi qui as fait le reste du travail. C'est toi qui as fouillé cette histoire-là pour confirmer une idée de base qui avait été émise, qui était que Ottawa financerait une association musulmane soupçonnée de lien avec le terrorisme. De quelle organisation s'agit-il et de quel montant on parle? En fait, on parle de l'Association musulmane du Canada. C'est un organisme qui est enregistré comme un organisme de bienfaisance, donc qui peut donner des reçus d'impôts quand les gens donnent de l'argent à cet organisme-là. C'est un important organisme. On parle de 500 membres à la grandeur du Canada. Et ce qu'on a en fait trouvé, là, c'est que cet organisme-là a fait des demandes pour avoir droit au programme Emploi d'été jeunes du Canada, dans le fond. Et il y a pour 244 000 $ environ qui ont été donnés en 2024 pour le programme d'Emploi d'été Canada à l'Association musulmane du Canada, qu'on appelle la MAC. En fait, c'est l'acronyme en anglais, mais c'est l'acronyme qu'on peut utiliser aussi. Muslim Association of Canada, MAC en anglais, en français, donc l'Association musulmane. C'est important de dire que c'est la plus grande association musulmane au Canada. Pourquoi ce serait problématique d'avoir donné à cette association-là en particulier? De quoi on la soupçonne, cette association? Voilà ce qui est problématique, c'est que cette association-là fait l'objet d'un audit du fisc depuis 2015, de l'équipe antiterroriste du fisc, en fait, qui la soupçonne d'avoir des liens avec des groupes terroristes. Ils ont épluché, en fait, la façon dont cet organisme-là fonctionnait, les communications notamment, et ils ont trouvé qu'il y avait vraiment, effectivement, des liens avec des gens qui ont été proches de groupes terroristes et des organismes aussi qui étaient favorables à des groupes terroristes. L'audit de Revenu Canada s'est terminé en 2023. Et des médias ont parlé de ça, du fait que l'organisme était soupçonné par Revenu Canada. Donc, c'était, comme on dit, de notoriété publique que cette enquête-là avait eu lieu. Non seulement que l'enquête avait eu lieu, mais que les conclusions du fisc étaient quand même conséquentes. Donc, tu nous parles de 2023. Or, les fonds ont été octroyés par 6 députés libéraux
en 2024. On va peut-être les nommer, les personnes dont dans leur comté ont donné de l'argent. Alors, je te laisse commencer par le premier. Oui, c'est ça. En fait, le programme, c'est un programme qui est un programme un peu particulier. Dans le fond, c'est Ottawa qui verse les fonds. C'est l'Emploi et Développement Canada, mais les députés ont vraiment leur mot à dire là-dedans, les députés qui ont été impliqués dans ça. Dans la mesure où c'est eux qui établissent les priorités pour ce programme-là dans leur circonscription. Et ils sont également consultés par Ottawa, par le ministère, sur les organismes qui vont recevoir les montants. Alors, au moment où on se parle, on voit donc ce qui est en ce moment sur le site du Journal de Montréal. On voit par circonscription, Pierrefonds-Dollard, Annecy-Cartierville, Papineau, le montant pour chacune des circonscriptions. Donc, c'est pour un total de plus de 240 000 $. Et ça inclut quand même Justin Trudeau, Mélanie Joly, Marc Miller, qui était donc ministre de l'Immigration, Emmanuela Lambropoulos. Dans quelle mesure, Jean-François, les députés dans chacune de ces circonscriptions-là savaient ou ne savaient pas que cet argent-là avait été donné à cet organisme-là qui était visé par des enquêtes de l'Agence de revenus du Canada? Bon, c'est très difficile de le savoir parce qu'en fait, 4 des 6 députés n'ont pas répondu à nos questions. Il y a Emmanuela Lambropoulos qui nous a répondu une réponse assez générique en disant que le programme était un programme utile, et etc. Et dans le cas de Mélanie Joly, ce qu'elle nous a dit, ce que son attaché de presse nous a dit, c'est qu'elle avait été impliquée dans l'établissement des priorités dans sa circonscription pour le programme, mais qu'elle n'avait pas, après ça, donné de commentaires sur la liste des organismes qui avaient été choisis et qu'elle n'avait pas annoncé non plus aux organismes, notamment à la MAQ, en fait, que sa subvention était retenue. Donc, c'est ce qu'elle nous dit. Mais on peut penser quand même, quand on regarde les paramètres du programme qu'elle a vu, en tout cas, que la liste a été envoyée et on l'a invitée à commenter. Il semble qu'elle n'ait pas commenté, qu'elle ait laissé ça aller. Donc, c'est ça les informations qu'on a. Est-ce que les autres députés ont été plus impliqués dans le choix de la MAQ? On n'a pas l'information pour le moment, on peut pas le dire. Est-ce que ce serait juste de le résumer ainsi? Chacun des députés qu'on a nommés avait l'occasion, en prenant connaissance de la liste de financement Emploi Été Canada, chacun de ces députés-là avait l'occasion de dire, savez-vous quoi? On a un petit malaise avec la MAQ parce que l'enquête de l'Agence du revenu du Canada, on saute une année, 2024, on leur donne pas d'argent, on leur en donnera l'année prochaine, mais qu'ils l'ont pas fait. Enfin, ces 6 députés-là ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ou s'ils l'ont fait, ils ne nous ont pas dit qu'ils l'ont fait, et le fait est que l'organisme, la MAQ, a reçu l'argent. Donc évidemment, c'est Ottawa qui prend la décision finale, mais on peut penser que s'il y avait eu des commentaires des députés, peut-être qu'il en aurait été tenu compte, je ne sais pas, mais ils avaient la possibilité, à tout le moins, de faire des commentaires sur les organismes qui touchaient cet argent-là. Et tu sais, je te le rappelle, Sophie, il y avait eu des articles dans des médias global, la presse là-dessus. Donc, visiblement, ils ont laissé ça passer. Et en 2024, donc, la MAQ a pu recevoir les montants. 240 000 $. Alors, évidemment, tu as fait ton travail de journaliste de façon exemplaire. Tu as contacté les gens de la MAQ, dont la Muslim Association of Canada. Quelle a été leur réaction à tes questions et à ton dossier fouillé? C'est un peu la même chose qu'il m'avait dit la première fois, parce que j'ai écrit sur la MAQ un peu sur cet audit du fiscal en 2024 déjà. On nous dit que ça nous met en garde contre le danger d'islamophobie, que de singulariser un organisme comme la MAQ dans le fait qu'il y a un audit pourrait être islamophobe, et on nous dit aussi que c'est pas nécessairement anormal qu'il y a eu un audit ou qu'on a une enquête, une vérification, disons du fisc concernant leurs affaires. Sauf que je dirais quand même que l'audit s'est terminé et Revenu Canada demeure préoccupé encore aujourd'hui par les liens là, de la MAQ avec des groupes terroristes ou des gens proches de milieux terroristes. Et ils ont demandé à la MAQ de s'amender. Bon, évidemment, la MAQ conteste ce processus-là. Ils ont le droit de le faire. C'est encore en cours. Donc, ce n'est pas réglé, toute cette histoire-là. Mais c'est quand même des subventions qui sont données. Là. Il n'y a pas de droit d'avoir cet argent-là. On parle de sommes qui sont des montants qui sont attribués sur la base du dossier. Donc, on peut se demander comment ça se fait. Est-ce que c'est correct qu'un organisme comme ça, qui est soupçonné, encore à l'heure actuelle par le fisc,
de frayer avec des gens, des gens proches du terrorisme. Est-ce que c'est correct qu'on leur donne de l'argent pour des emplois d'été de jeunes pendant l'été, que Ottawa défraie des emplois d'été, alors qu'il y a peut-être d'autres organismes aussi qui auraient pu vouloir ce montant-là? Je pense que c'est ça la question qu'on peut se poser, là. Ben, c'est en effet la question qu'on se pose, parce que là, depuis le début, donc on fait une entrevue très factuelle. On va laisser les gens qui nous écoutent et qui nous regardent se faire leur propre opinion, mais c'était important aujourd'hui, ensemble, Jean-François, de donner les faits, et tu l'as fait de façon exemplaire. Donc, je me retourne vers ma collègue Cybèle. Les gens, donc, réagissent à ce dossier-là. Oui, ben écoute, je vais les passer si tu le veux bien, là. Il y a d'abord ce qui vient de rentrer en dernier, c'est José de Montréal. Elle nous dit, comme par pur hasard, c'est le compte qui ont donné de l'argent sur le... Attendez, j'ai compté, ouais. Ouais, non, mais c'est enfin bref, ce qu'elle dit, c'est que c'est aussi les mêmes personnes qui auraient donné de l'argent au gang Arab Power. Il y a quelqu'un qui nous dit les groupes terroristes musulmans sont extrêmement dangereux et sournois. Regardez ce qui se passe dans le sud de la Thaïlande. La stupidité, les libéraux pourraient donner puissance à ces groupes-là. Il y en a un autre qui dit waouh, je suis presque pour ne pas dire, il est fâché, vraiment pas frustré, qui nous dit, il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit, les subventions, ça devrait jamais être donné à des associations religieuses. C'est l'équivalent de subventionner une religion. C'est inadmissible de dépenser nos taxes de la sorte. Et quelqu'un finalement qui nous dit, Miguel de Montérégie, la politique est corrompue depuis longtemps et le peuple n'a aucun contrôle réel de cette machine. Bon, la question, en effet, de la religion est une question intéressante. En même temps, on sait que ce gouvernement-là, le gouvernement de Justin Trudeau, et à l'époque où il était au pouvoir, avait l'intention de contester la loi 21. Donc, les notions de peut-être de laïcité leur échappent. Mais quand c'est intéressant quand même de voir la MAQ pour qui on pose des questions factuelles en disant comment vous réagissez au fait que vous ayez reçu tant d'argent, que eux, au lieu de se défendre de façon factuelle, utilisent tout de suite l'aspect religieux, parce que c'est ça qu'ils t'ont écrit, que le fait de fouiller au sujet de la MAQ, c'était en soi, ça pourrait être perçu comme étant islamophobe. Oui, c'est ça. Et c'est un peu comme si on banalisait le fait qu'il y a quand même un audit de l'équipe antiterroriste. Et je pense qu'on a le droit de poser des questions comme médias à un moment donné là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux que c'est aussi banal qu'ils le disent, qu'il y ait des vérifications sur ça. Et je pense qu'on devrait, de leur côté, montrer davantage patte blanche. Et ils auraient pu nous donner une entrevue ou quelque chose. Et ça n'a pas été le cas. C'est ça qui est dommage, c'est de sentir cette espèce de mur et de tout de suite nous mettre en garde sur la moindre chose qu'on peut écrire, là. Oui. Alors, tu nous as parlé de la réaction. Donc, sur les 6 que tu as contactés, il y en a seulement 2 qui ont réagi, Mélanie Joly et Emmanuela Lambropoulos. C'est quand même assez dommage que Justin Trudeau, son entourage, son bureau, sa garde rapprochée, n'ait pas réagi, parce que ce sont des questions légitimes. On a parfaitement le droit, comme citoyen, de savoir pourquoi et à quel point lui savait que cet argent-là était dépensé dans son comté. C'est, tu sais, il y en a d'autres, mettons Marc Miller qui répond pas à tes questions, c'est une chose, mais que Justin Trudeau lui-même, alors qu'il a donné des sommes conséquentes, n'ait pas daigné réagir, c'est assez décevant. Je suis entièrement d'accord. Puis d'ailleurs, c'est ça, écoutez, c'est les 6 circonscriptions, là, on parle quand même de la circonscription de Mélanie Joly, Justin Trudeau, David Lametti, qui est l'ancien ministre de la Justice, Marc Miller, qui est l'ancien ministre de l'Immigration. C'est des poids lourds, là. C'est des poids lourds du gouvernement libéral. Et c'est leur circonscription, c'est dans leur circonscription que les sommes ont été versées. Je pense qu'ils nous doivent un petit peu des explications. Tu sais, par exemple, est-ce que Mark Miller ou Justin Trudeau, ils ont vu la liste? Est-ce ils avaient vu les articles avant? Eux, ils étaient d'accord avec ça? Ben, s'ils sont d'accord, mais qu'ils nous le disent, que pour eux, c'est ça. Oui, puis tu viens de mentionner David Lametti, t'as quand même quelqu'un qui était ministre de la Justice. Il donne de l'argent à un groupe sur lequel l'Agence du revenu du Canada enquête pour des liens avec présumés avec le terrorisme. Je sais pas, le ministre de la Justice, il me semble que tu dois lire les journaux, puis tu dois... Mais c'est comme s'il n'était pas au courant, sinon c'est quoi? C'est ça l'autre pan? C'est soit on le sait puis on le choisit, soit on n'est pas au courant. Ou c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait une troisième option?
Ce qui est particulier, c'est que dans ce programme-là, c'est ça que, puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps avant de pouvoir le sortir, c'est qu'on essaie de comprendre qui prend la décision. Puis là, on nous dit, bon, mais c'est Ottawa qui prend la décision. C'est l'emploi, le ministère. OK, c'est correct, c'est l'emploi. Mais en même temps, on se rend compte que ce programme-là est vraiment un programme qui sert à donner de la visibilité aux députés. On voit qu'il y a des communications de certains montants qui sont donnés, des députés qui se feront prendre en photo, pas avec la MAQ, mais avec d'autres organismes. Et les députés ont même la possibilité d'aller informer l'organisme qu'ils vont avoir la subvention. Donc, c'est comme si on veut donner de la visibilité. Les députés veulent pouvoir prendre le crédit pour ça, mais quand il y a un problème, ben là, après ça, on se remet du côté d'Ottawa. Invisible. Donc, c'est un programme qui aide à la visibilité des députés quand ça les arrange. Quand on pose des questions qui dérangent, ils deviennent invisibles. On pourrait le résumer de cette façon-là, mais c'est aussi assez particulier au-delà de la MAQ. Observons-le quand même, ce programme-là d'emploi d'été. On parle quand même de centaines de milliers de dollars qui sont remis à des organismes pour des emplois d'été. Et au final, ça sert à bien faire paraître des députés. Donc moi, j'ai un petit peu un malaise de façon générale. Puis là, c'est vraiment l'éditorialiste en moi qui parle. Là. J'ai un peu un malaise que des emplois créés, même si c'est juste pendant l'été, servent à bien faire paraître des députés. Jean-François Cloutier, merci pour ce travail vraiment exemplaire de journalisme d'enquête. C'est à ça que ça sert, des journalistes de métier. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, donc, vous retrouvez en ce moment même sur le site du Journal de Montréal tous les résultats de l'enquête extrêmement bien fouillée de Jean-François. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Persona non grata. Comment ça se fait que des gens qui ont fait leur mea culpa, ont fait face à la justice populaire, sont encore, dans certains cas, persona non grata dans certaines salles de spectacle? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser quand on a lu avant-hier la page Facebook de l'humoriste Julien Lacroix. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, tu as décidé de te vider le cœur par écrit en disant, ben écoute, moi, ça fait vraiment 150 spectacles, 40 000 billets vendus pour ton spectacle. Et pourtant, il y a encore des salles importantes au Québec qui refusent de présenter ton spectacle. Pourquoi, Julien? Si j'avais la réponse, honnêtement, je pourrais aller dans cette direction-là, dans la mesure où souvent, on ne me donne pas de réponse concrète. Parce que moi, je cherche qu'à m'améliorer dans la vie ou à trouver des solutions, à voir, OK, mais comment on peut faire mieux? Je veux faire ça je veux faire ça toute ma vie, moi, des spectacles. Donc, pour le prochain show, pour les futurs spectacles, comment on fait si j'ai envie d'aller rencontrer les gens de cette ville-là puis que la salle adéquate, la salle de la ville n'accepte pas de me recevoir parce que il y a toujours des alternatives, tu sais, des bars, des sous-sols d'église. Je l'ai fait en début de tournée quand je recommençais tranquillement à faire des shows. Mais veux pas, ça n'a pas le décorum d'une vraie salle. Des bars, les gens c'est moins payant parce qu'il y a moins de gens qui peuvent rentrer. Ouais, mais au final, je pense que des fois, de louer une salle X peut être plus payant parce que t'as l'entièreté des revenus. Moi, c'est même pas une question d'argent. Mes billets sont pas chers parce que je veux que le plus de monde possible vienne voir le show, des jeunes notamment. Puis c'est pour ça, c'est d'avoir plus un décorum, d'avoir une salle acceptable, des bancs acceptables, pour avoir un tuyau qui te coule sur la tête, pour avoir, pour l'avoir vécu. Donc, mais tu le sais, c'est quoi en fait? C'est que les gens sont encore restés sur la réputation qui t'a été faite après une enquête du Devoir et des allégations. Je rentrerai pas encore tout ça. Là, si les gens veulent le lire, ils iront lire les textes du Devoir. Donc, malgré tout le travail que tu as fait sur toi, malgré toutes les déclarations publiques que tu as faites, il y a encore des gens qui, je me permets de le dire, se permettent de choisir à la place du public. Parce qu'on a toujours dit, moi j'ai toujours dit, les artistes, vous avez le droit de monter sur scène, puis c'est le public qui décide. Ils achètent tes billets ou ils les achètent pas. Mais là, les salles de spectacle décident à la place du public. Puis je me mets aussi à la place de ces diffuseurs-là, c'est ça le nom qu'on donne aux gens qui ont des salles de spectacle un peu partout au Québec. Ils sont pas des juges, ils se font mettre dans une situation qui est pas agréable pour eux non plus, parce que s'ils décident de pas présenter mon spectacle,
ils prennent un peu position. Tu sais, souvent, on me dit, hey, je veux pas prendre position, je veux pas choisir. Ouais, mais je veux rester neutre. Ouais, mais c'est pas neutre de ne pas présenter mon spectacle parce que tu prends parti du fait que t'acceptes pas que je vienne présenter mon spectacle. Voilà. Donc, c'est pour ça la question. Puis, je me mets dans leur culotte aussi. Ça doit pas être agréable, eux autres, de se faire mettre choisi. Je sais aussi que à plusieurs reprises, il y a eu du jeu de coulisses de d'autres producteurs. Bon, de quoi tu parles? Quand tu dis du jeu de coulisses. Ben, se faire mettre de la pression par d'autres producteurs. Hey, si tu prends Julien Lacroix, ben, on n'enverra plus nos artistes chez toi, nos gros noms. Mais toi, est-ce que tu as la preuve que ça s'est fait, que ces mots-là ont été prononcés? Oui. OK. Non, mais on peut-tu donner des initiales? Ben non, on donnera pas des initiales parce que ça me tente pas d'être porte-parole de ça. Mais je pense qu'il suffit de faire des appels à certaines salles ou même à s'informer un peu, puis c'est facile à trouver. Moi, j'aimerais... tu le sais, j'ai écrit à plusieurs reprises sur ça. Moi, je crois on vit dans un état de droit et j'ai le plus grand respect pour la justice, même si je suis pas toujours d'accord avec les décisions rendues par la justice. Il reste qu'on est dans un état de droit. Je prends l'exemple de Éric Lapointe. OK, Éric Lapointe, il a plaidé coupable à des accusations de voies de fait. Il a eu une absolution conditionnelle, etc. Donc après, toi, dans ton cas, il n'y a pas eu de plainte à la police, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de décision de justice. Alors moi, j'aimerais qu'au Québec, on établisse un barème, qu'on dise, quelqu'un a fait face à une décision de justice, cette personne-là, après 1 an, a le droit de remonter sur scène. Et qu'on dise, quelqu'un qui n'a pas été visé par des accusations criminelles ou quoi que ce soit, rien ne les empêche de monter sur scène. On peut-tu avoir des règles claires? Ben, je pense que c'est ce qui est en train de se passer parce que c'est une des premières fois au Québec, en tout cas, qu'on est confronté aussi frontalement à ça, à ces questions-là, de faire, OK, mais sur quoi on se base? Qui décide? Moi, je pense aussi que la justice a son mot à dire avec les peines qu'on donne, mais aussi le public, après ça, de faire est-ce qu'ils suivent? Parce que moi, je le dis tout le temps aux salles, si la salle est vide, je te rappellerai pas, je vais pas pousser pour louer une salle X si le public est pas au rendez-vous, mais là, le public est là, il y a des villes où on me demande de venir et que la réception est pas là. Puis je vais rajouter un truc aussi. Ouais. On parle souvent, puis moi j'ai lu la grosse étude qui a été faite par plein de groupes sur au Québec, les ventes de billets au Québec, les spectacles au Québec. Il y a 1/3 de moins de ventes de billets qu'avant en ce moment. Parce qu'à cause des résultats de la pandémie. Exact. Ouais, c'est ça. Et moi, je regardais ça, puis les jeunes, les 15-30 ans, je pense, c'est ceux qu'on a le plus de difficultés à aller chercher pour qu'ils rentrent une première fois dans une salle. Parce que si tu rentres une première fois dans une salle, après ça, t'es bien plus propice à revenir, de savoir qu'elle existe, de savoir, OK, c'est ça, c'est comme tout. Première fois que tu rentres dans un lieu culturel, après ça, t'es bien plus propice à pouvoir revenir. Moi, je vais y aller, 60% de la salle, c'est des jeunes entre 15 et 35 ans, des gars, des filles, qui souvent, les diffuseurs qui diffusent le spectacle le disent, hey, c'est la première fois qu'on voit ces jeunes-là dans nos salles. Mais on peut pas nier qu'il y a un malaise. La dernière fois que t'es venu en entrevue ici, dans la salle d'attente, il y avait José Blanchette, OK? Ouais. Et, en tout cas, bref, je parlerai pas de ce qui s'est passé, mais peu importe, mais José Blanchette était fâché contre moi que je te reçoive. Donc, moi, je trouve que c'est important aussi, parce qu'il y a un éléphant dans la pièce. Il y a des gens qui sont mal à l'aise en ta présence. Est-ce que toi, tu reconnais que ça peut exister, ça, des gens qui sont mal à l'aise devant toi. Premièrement, j'avais pas su ce truc-là. C'est après que j'ai su qu'il y avait eu un malaise, parce que moi, entre-temps, j'avais lu son livre, puis j'avais trouvé ça très bon. José Blanchette, Julien Lacroix, peut-être qu'elle aurait préféré que tu mettes pas la main sur son livre. Mais je peux comprendre qu'il y a un malaise. Après ça, un spectacle, c'est des gens qui décident d'acheter des billets puis de venir voir le show. Ouais. Moi, j'ai même rencontré des équipes de salles en leur disant, écoutez, si vous avez des questions à me poser sur mon cheminement, sur qu'est-ce qu'il y en est, sur où on se situe, gênez-vous pas, je l'ai fait, je suis allé rencontrer les gens, je suis allé parler avec eux autres. J'ai aucun malaise avec ça, j'ai aucun malaise avec des gens qui ont des malaises. J'ai un malaise avec qu'on décide pour des gens qui ont le droit de voir ou pas. Et en fait, t'as un malaise. En fait, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais ce qui est dommage aussi, c'est l'absence de dialogue. C'est-à-dire que si, en effet, les gens te disaient en pleine face, regarde, moi, je veux pas t'avoir dans ma salle parce que
ça m'écoeure, tu m'écoeures, peu importe. Mais au moins, tu pourrais dialoguer. Mais si les gens te le disent même pas, comment peux-tu répondre à une hargne qui est même pas nommée? Oui, vas-y, Sybelle. Et c'est dans ce que plusieurs auditeurs nous écrivent ça. D'abord, Sébastien Joliette qui dit qu'il est hors de lui, puis il trouve ça inacceptable, le tribunal populaire qui se permet de choisir pour vous, Julien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut savoir qui lui met des bâtons dans les roues. Il faudrait que les gens soient libres d'aller le voir. On met des barrières. Donc, il y a quand même cette révolte-là qui se fait au niveau du public qui aura envie de vous voir, mais qui n'a pas accès à ça parce que la décision vient d'ailleurs. C'est un petit peu ça qui peut être désolant, c'est que des gens ont envie de voir le spectacle, puis après ça, on leur donne pas accès. Puis on parlait effectivement de manque de dialogue. Tu sais, moi, j'ai déposé auprès de la Disque pour avoir ma plaque de billets de 25 000 billets, tu sais, pour avoir... j'ai fait une demande pour adhérer à la Disque. Ouais. Puis ça a été très compliqué. On m'est revenu, pas revenu. Après ça, j'ai demandé, OK, mais est-ce que je peux adhérer à la Disque? Finalement, on m'a pas donné de réponse concrète sur pourquoi j'avais pas le droit d'adhérer à la Disque. Puis là, je comprenais qu'il était en processus de créer quelque chose pour qu'éventuellement... Mais après ça, je fais, OK, mais moi, je me retrouve dans un flou. Puis veut pas dans ma situation où je me produis moi-même, où je fais mon petit bonhomme de chemin de mon côté, d'avoir le stamp d'une institution comme la Disque qui dit, hey, effectivement, c'est vrai, il a vendu 25 000 billets. Ben moi, ça me donne non seulement une crédibilité, mais même ça donne une arme aux salles qui sont un petit peu plus ambiguës à me recevoir, de faire, OK, visiblement, il y a des gens qui valident que son spectacle est de qualité. Puis tu sais, je saute du coq à l'âne, mais même le fait qu'il y a eu des journalistes qui sont venus voir le spectacle puis que les critiques étaient majoritairement bonnes, ça aussi, ça m'a donné une crédibilité même auprès des salles à faire, OK, ben le spectacle que Julien Lacroix présente, il est travaillé, on est bien reçu, il y a une qualité de texte, il y a une qualité de l'ensemble de l'œuvre. Puis ça m'a donné un coup de main pour certaines salles, mais après ça, là, on est rendu à un point où je bloque, puis je fais, mais c'est quoi la suite? Après ça, c'est... C'est intéressant parce que je m'excuse, mais je t'entends parler et j'entends ce que Éric Lapointe me disait quand j'ai fait la grande entrevue avec lui en janvier 2024. Il me disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça revienne? Qu'est-ce qu'il faut, là? C'est comme, dites-moi, c'est quoi les étapes? Il faut que je monte patte blanche, il faut que je fasse ci, il faut que je sois sobre, il faut que j'ai fait ci, que j'ai fait amende honorable, que j'ai plaidé. Tu sais, c'est comme, dites-le nous, dites-leur ce qu'il faut qu'ils fassent. Dites-leur à ces gens-là. Ben, c'est quoi les étapes à suivre? Puis, tu comprends? Moi, c'est juste, juste là-dessus. Si une salle me disait, ben écoute, il y a ça à cocher pour que tu puisses revenir jouer chez nous, j'ai aucun problème, moi, à répondre à un questionnaire. Et pendant combien d'années? Quoi, dans 10 ans, tu pourras pas se présenter aussi, c'est le problème de la différence entre en cours puis pas en cours, c'est que là, c'est éternel, ça devient un petit peu. Puis souvent, c'est comme une sentence à vie, là. Oui, puis c'est souvent, moi, ce que je constate, c'est souvent les gens ont peur d'avoir peur. Fait qu'ils ont peur de qu'est-ce qui va arriver si je le laisse jouer chez nous. Puis au final, ils ont peur qu'il y ait des manifestations, mais sur 150 qu'il y ait des shows puis près de 40 000 billets vendus, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Pourtant, au début, tu l'as dit à nos collègues, tu l'as dit à Guillaume Picard dans le Journal de Montréal. On engagé un agent de sécurité pour les 2 premiers shows parce que j'avais reçu des menaces, puis j'étais comme, mais ça va être, qu'est-ce qui va se passer? Au final, l'agent de sécurité a servi à rien, sauf à peut-être un peu me rassurer. Mais c'est ça, j'avais peur au début, puis là, je suis rassuré de faire, hey, ça se passe bien. Puis même le monde dans la salle, il y a des gars, des filles, des jeunes, des plus vieux, des médecins, des gars de construction, des filles, tu sais, il y a de tout. Puis ça m'a rassuré aussi, parce que je t'avoue que si ça avait juste été des tabarnak avec les doigts dans les airs, j'aurais fait autre bateau. C'est pas nécessairement eux autres que je voulais aller chercher. Mais voilà. On va se quitter sur un petit extrait de à partir de ce matin. Ouais. T'as des nouvelles, des capsules, c'est super rigolo, c'est collectionneur toi-même. Ben ouais. Et donc, on va regarder un petit extrait, puis malheureusement après ça va être terminé. On va se faire un petit coucou quand même, quelques secondes là, d'une capsule sur les collectionneurs. Salut tout le monde, je m'appelle Julien. Je suis né l'année de ma naissance. À 9 ans, je collectionnais déjà les livres Le Club de Disney. À 10 ans, je collectionnais mes ongles dans un petit pot à côté de mon lit. À 13 ans, j'avais une grosse collection de cartes de hockey. À 25 ans, j'ai commencé une collection de trophées, mais j'ai arrêté. Trop commercial. Je me rends compte que j'ai toujours aimé collectionner, puis ça vient pas de nulle part. Ma grand-mère collectionnait les costumes pour le cinéma et la télévision. J'ai commencé à... Alors, tu rencontres des collectionneurs qui sont atteints de la même maladie de la collectionnite que toi. Ben, c'est que j'ai réalisé que je pense que quand j'ai arrêté de consommer en 2020, j'ai comme transféré ma dépendance, puis j'ai pas commencé à faire des triathlons, des trucs comme ça. Je l'ai transféré dans la lecture, ce qui est quand même bien. Ce qui est quand même mieux. Mais là, peut-être que l'Association des libraires va se plaindre en disant, nous, on veut pas que nos livres soient lus par Julien Lacroix. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Sophie Durocher. Divertissante.
Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler c'était mardi soir, Richard et moi, on est allés voir le spectacle de Mario Tessier et juste avant, on est allé au restaurant, on était dans la rue, il y a un gars que je ne nommerai pas parce que je veux pas lui faire de la publicité qui a commencé à filmer Richard sans son consentement. Il y avait vraiment à 2 pouces de sa face, extrêmement agressif, extrêmement harcelant et on se rend compte que ça arrive de plus en plus souvent. Des gens sous le couvert de journalisme de rue nous mettent le cellulaire en pleine face puis commencent à nous harceler. Moi, je veux partir de cet exemple-là pour parler du phénomène avec André Gélina, qui est sergent détective à la retraite. Monsieur Gélina, bonjour. Salut Sophie. Comment des personnalités publiques, que ce soit Richard, mais des politiciens, on avait déjà vu il y a quelques années Mélanie Joly qui se promenait tranquillement dans la rue et qui a été vraiment harcelée et agressée par quelqu'un qui la filmait. Comment les personnalités publiques peuvent se défendre devant ce qui est vraiment des agressions physiques en plein milieu de la rue? Ben, c'est une bonne question. C'est pas une question qui est facile à répondre, hein, parce que, encore une fois, c'est sûr et certain que comme tout citoyen, vous avez des droits. Vous avez aussi des possibilités, exemple, en fonction du code criminel. Le code criminel prévoit notamment la légitime défense. Si on a les motifs raisonnables de croire qu'on est victime d'un acte criminel, on peut utiliser la force pour se défendre. Mais encore une fois, c'est très, très difficile à cerner parce que si on fait le parallèle avec les policiers, on est assujettis aux mêmes règles. C'est pas une science exacte. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc. C'est vraiment une ligne très mince et en même temps très floue. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est lorsqu'on utilise la force pour résister à ce qu'on considère être un acte criminel, on doit utiliser seulement la force nécessaire et on est responsable aussi de tout excès de force. Donc, encore une fois, ce qui est pas évident pour des policiers qui sont des gens formés, des gens professionnels, ce l'est encore moins justement pour monsieur, madame, tout le monde, qu'on soit une personnalité ou qu'on soit complètement quelqu'un d'anonyme. Mais je dis des personnalités, mais par exemple, on voit beaucoup de manifestations dans les rues de Montréal, où on voit des prières de rue, où on voit toutes sortes de rassemblements de gens, et il y a une prolifération des cellulaires, puis c'est rempli de gens qui prennent leur cellulaire, qui le mettent à 2 pouces de la face de quelqu'un, puis qui le poussent, puis qui le provoquent. Donc, c'est devenu comme une nouvelle façon de gosser les gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de climat social où tout le monde veut provoquer la réaction de quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait, c'est sûr et certain, parce que cette réaction-là ou cette attitude-là, on le voit, encore une fois, je remets mon chapeau de policier, on le voit pour les policiers qui se font constamment filmer, qui se font constamment essayer de se faire provoquer pour avoir une réaction. Puis la problématique, c'est la même que vous autres, vous avez vécu avec la nôtre, c'est que généralement, le film ne commence pas nécessairement au début et jusqu'à la fin. Les gens vont garder seulement la portion qui fait leur affaire. Évidemment, c'est pas toujours dans la perspective que soit le policier ou toi ou Richard avait pu le voir. Fait que ça, c'est la problématique. Nous, ce qui nous aide comme policiers, évidemment, c'est qu'on a un article du Code criminel qui vient nous aider, qui s'appelle l'entrave au travail d'un agent de la paix. C'est-à-dire que si quelqu'un me filme de trop proche et m'empêche de faire légalement mon travail, évidemment, moi, j'ai un outil que vous autres, vous avez pas, évidemment. Mais encore une fois, c'est très difficile de tracer la ligne. C'est sûr et certain qu'il y aurait peut-être une avenue à voir en matière du Code civil, à savoir, est-ce qu'il y a une permission ou une possibilité de s'objecter à ce que quelqu'un utilise notre image, même si c'est pris de façon publique. Ça, je suis pas un spécialiste là-dedans. Mais évidemment, là, tu as mentionné quelqu'un qui vient puis qui te pousserait avec son cellulaire. Là, évidemment, on tombe dans le code criminel, c'est-à-dire qu'il y a une panoplie d'infractions qui pourraient être commises par ces gens-là, qui peuvent aller du voie de fait, l'intimidation, la menace, le harcèlement. Évidemment, si on parle du harcèlement, il faut que ça soit de nature répétée dans le temps. Il faut que la personne ait été avisée formellement d'arrêter. Si on parle d'intimidation, là, évidemment, ça, c'est un petit peu plus subtil. C'est d'essayer d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose qui est légalement autorisé à faire. C'est-à-dire, par exemple, de tenir vos chroniques ou de tenir votre droit de parole de façon publique parce que c'est votre travail de le faire.
Évidemment, si on parle de voies de fait, les voies de fait, les gens ont souvent tendance à penser qu'automatiquement, il faut que ça soit un coup qui soit porté. Non, si on regarde la définition du voie de fait dans le code criminel, ça dit quelqu'un qui frappe ou qui tente de frapper. Ça veut dire que si je fais un geste comme ça envers toi et que je feins de te donner un coup ou une claque, juste ce geste-là constitue un voie de fait sans même que j'ai eu de contact avec toi. J'aimerais qu'on regarde ensemble des images qui ont été tournées par la même personne qui nous a interpellés, Richard et moi, cette semaine. Il s'en est pris à une politicienne, c'est la députée Anna Gainey. Je vous préviens, moi, j'ai vu ces images-là et je trouve ça extrêmement troublant. Je sais pas si c'est parce que c'est une femme ou je sais pas si c'est à cause de sa réaction, mais je trouve ça extrêmement gênant de voir un individu qui circule en ce moment dans nos rues en toute impunité avoir fait ce qu'il a fait, et en plus, il s'est filmé et il est fier de lui, puis il monte ça sur les médias sociaux. On va regarder les images. Ms. Gainey, do you have any comment on Israel's genocide? Do you have any comment about the 15? Why did you just hit me? Why did you just hit me? You're an MP. Why did you just hit me? Why did you just hit me? Why did you just hit me, Ms. Gainey? Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, donc le monsieur en question interpelle Madame Gainey qui circule dans la rue en lui disant pourquoi vous approuvez le génocide à Gaza. Donc, elle lui prend son cellulaire et après lui continue à filmer et Madame Gainey est en pleurs et elle lui dit laisse-moi tranquille à plusieurs reprises, mais il continue, il la harcèle, il est à 2 pouces d'elle, il la filme dans son auto. Je veux dire, ça peut mal finir à un moment donné. Elle aurait pu prendre le volant de son auto et le gars se serait mis devant l'autre. Je veux dire, c'est ça qui se passe en ce moment dans nos rues. Moi, je trouve ça inquiétant, Monsieur Gélinas. Ah oui, non, c'est clair. Je veux dire, tu sais, moi, quand je regarde ça comme citoyen, évidemment, la moutarde me monte au nez assez rapidement, là. T'sais. Mais évidemment, c'est sûr que là, si je remets mon chapeau d'ancien policier puis que je fais l'analyse rationnelle, je peux tout à fait comprendre à un moment donné que justement, ce genre d'individu-là, ce qu'il veut, c'est provoquer la clip. Cette personne-là veut justement que la personne perde le contrôle de ses émotions et que cette personne-là, justement, essaie de se défendre. Je pense que c'est clair. On voit que ce genre de personne-là est un peu sensationnaliste et recherche justement la réaction qui pourrait être disproportionnée, mais en même temps qui est très émotive et qui est très compréhensible. Vous savez, ces gens-là savent exactement sur quel bouton peser pour essayer de nous provoquer, et c'est la même chose, encore une fois, je fais le même parallèle, c'est ce que les policiers vivent à tous les jours, mais évidemment, nous, la dimension, c'est que c'est notre travail d'une certaine façon, pas notre travail de se faire harceler, mais je veux dire, on est formé, on est équipé pour répondre à ça, mais ce qui est pas évident, en fait, pour des gens comme toi, Richard, ou d'autres personnes, ou Mme Gainey. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Je vous avoue que c'est pas rassurant de savoir que ce monsieur-là et d'autres monsieur et d'autres madames se promènent dans les rues en trouvant ça super drôle d'agresser et d'harceler des gens. Il y a vraiment un drôle de climat social en ce moment. André Gélinas, je rappelle que vous êtes un sergent détective à la retraite. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci Sophie, mais il faut porter plainte exactement comme vous avez fait. Oui. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, vous le savez, le ministre Jean-François Roberge a dit à propos des nombreux migrants haïtiens qui se sont retrouvés au poste frontalier de la Colle, il a dit, on peut pas, au Québec, accueillir toute la misère du monde. Ça a fait réagir l'écrivain Dany Laferrière, mais ça a aussi fait réagir Rémi Villemure. Bonjour, jeune homme. Bonjour, je débuterai probablement de façon belliqueuse en disant que Dany Laferrière, pour moi, c'est comme un talent. C'est un homme talentueux, mais c'est quelqu'un dont le talent est plus primé par l'époque que par ses propres écrits. J'ai toujours trouvé que c'était un écrivain immensément surestimé. Je le dis parce que on dit souvent qu'il faut se rabattre sur ce qu'il écrit parce que quand il prend la parole publiquement, c'est un petit peu boiteux. C'est souvent ça qui arrive avec les écrivains. Ce sont pas des politiciens, ce sont pas des gens qui comprennent comment administrer l'État. Mais malheureusement, avec Dany Laferrière, même quand on se rabat sur son œuvre, on est déçu. Je le dis de façon peut-être méchante, mais c'est parce que ça m'a énormément blessé.
ce qu'il a dit. Alors, on va écouter un extrait. Donc, Dany Laferrière était l'invité d'Anne-Marie Dussault à l'émission 24/60 hier. Et il était invité là, en fait, parce qu'il y avait le Salon du livre de Québec. Mais il en a profité, évidemment, pour réagir aux propos du ministre Roberge. On va l'écouter. C'est pas comme ça, moi, que je l'ai vu. Dans le sens que je me suis dit que le gouvernement allait dire toute la richesse du monde. Ah ouais. On aurait protesté. Je ne veux pas que l'Alberta, l'Ontario nous en prennent trop. Parce que c'est nous qui avons le plus grand nombre d'Haïtiens au Québec. Et les Haïtiens ont fait aussi leur part dans la richesse du Québec. Ouais. Ils ont aidé à rendre ce pays moderne, contemporain, et à reconnaître l'autre. Je me suis dit, j'allais dire, mais on a à nos frontières toute la richesse du monde. C'est des gens. Donc, en fait, Monsieur Roberge aurait dû ouvrir la frontière, le poste frontière de Lacolle et laisser rentrer tous les Haïtiens sous prétexte que jusqu'ici, de nombreux Haïtiens ont en effet contribué à enrichir le Québec. Mais ne nous arrêtons pas à l'analyse politique parce que c'est complètement stupide comme façon de penser. Parce que pour lui, la question du nombre ne se pose pas. Il se fait poser la question à un moment donné par Anne-Marie Dussault qui mène très bien l'entrevue, soit dit en passant. Elle lui dit, non mais attendez, il y a plus de place dans les garderies, plus de place dans les écoles, il y a plus de place dans les hôpitaux. C'est pas contre les Haïtiens du tout. C'est pas ça l'idée. Et sa réponse, c'est, alors, soyons inventifs. Non, alors, fais pas de politique, Dany, parce que pour vrai, c'est pas comme ça que ça marche la vie, là. Les nombres, on les utilise pour une raison, c'est qu'il y a une capacité d'intégration. C'est un écrivain, il pense comme un écrivain et c'est correct, mais il est méprisant. Ça, il faut inscrire cette sortie-là dans une suite de sorties qu'il a faites par le passé. Il était allé dire à Paris que nous étions des consanguins. Oui, alors on a l'extrait. On va le faire. L'extrait, je m'en excuse d'avance, est d'extrêmement mauvaise qualité parce que c'est quelqu'un qui a filmé donc une émission de télévision en France. Moi, j'avais fait une chronique à l'époque là-dessus, puis depuis ce temps-là, Dany Laferrière me parle plus, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Quand les gens s'épousent entre eux, quand par exemple au Québec, c'est des gagnants qui épousent, et la mère s'appelle Gagnon et le mari s'appelle Gagnon et les enfants épousent un autre. Enfin, quand il y a une sorte de, ce qu'on appelle au Québec, un tricotage serré de la famille, donc on a l'impression que cette société n'a pas évolué vers l'autre. Et souvent, ça se reflète sur aussi la librairie. Donc d'abord le social et puis ensuite la librairie. Oui, ça se reflète sur la librairie. Les gens qui se font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. Les gens qui font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. Je vais répéter ce que j'avais dit à l'époque. Monsieur Laferrière, au Québec, les gens qui font des enfants entre eux, comme vous les appelez, ils lisent vos livres. Ils lisent vos livres. Vous êtes un des auteurs les plus populaire au Québec. Puis en ce moment, au Salon du Livre, il doit y avoir des gens qui font la file pour se faire dédicacer des livres par Dany Laferrière. Et qui est-il pour dire ça? Parce que je m'excuse, mais connaît-il l'histoire de son propre pays d'origine? En Haïti, ils ont tué tous les Blancs en 1804. Monsieur qui nous parle de richesse de l'autre, de mélange. La richesse est dans le mélange. Ils ont égorgé tous les Blancs en 1804. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un génocide. C'est un mot. Puis c'était pas des propriétaires d'esclaves qu'ils tuaient, c'était des soldats. C'était des Blancs qui étaient là et qu'on a pas refusé d'expulser parce que ça coûtait trop cher de les mettre dans des bateaux et on les a tués. Jusqu'en 2012, en Haïti, il était impossible d'avoir la double nationalité. Ça a changé depuis 12 ans, depuis 13 ans maintenant. C'est pas un pays si ouvert à l'autre que ça. D'accord? Il n'a aucune leçon à nous donner sur la richesse de l'autre. D'accord? Alors, et son pays, je m'excuse Sophie, mais son pays est probablement le pays le plus foireux sur les 192 pays de la Terre aussi. Je m'excuse, c'est un pays qui ne progresse pas, qui n'avance pas. Il n'a aucune leçon à donner à la société québécoise. Ouais. J'avais couvert le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 1991 et j'avais mis la main sur des images à la télévision nationale où on voyait Aristide qui encourageait les gens à faire à leurs ennemis, leurs adversaires politiques, le père Lebrun. Le père Lebrun, c'est qu'on prend un pneu, on met un pneu sur la tête de notre adversaire politique et on allume le pneu. Donc, on brûle vivant nos adversaires politiques.
la reconnaissance de l'autre dans ce temps-là, es-tu sympathique quand tu fais brûler l'autre? Plus ou moins. Le Québec est une société ouverte et il a raison de dire... Imparfaite, comme toutes les sociétés. Et totalement. Et il a raison de dire que l'immigration peut apporter quelque chose, mais on n'arrête pas de dire l'immigration est une richesse. Le Québec est une richesse pour les immigrants. C'est ça aussi. Les gens qui arrivent ici, ils arrivent dans un monde qui est établi, un monde qui peut avancer, qui peut progresser, qui peut aussi s'améliorer. Mais le Québec est l'une des plus belles sociétés au monde. Et c'est pas le patriote en moi qui le dit, c'est l'observateur lucide. Alors lui, quand il vient nous dire et qu'il part ensuite, c'est un écrivain de l'exil. Hein? C'est ça son œuvre. L'exil. Mais revenez au Québec, regardez autour de vous, regardez d'où vous êtes parti. Il a commencé comme présenteur à la météo. Présentateur à la météo. TQS, et il a terminé écrivain grâce au public québécois, grâce aux lecteurs québécois qui le lisent et qui l'apprécient. Je pense qu'ils le surestiment. Je le répète. Ouais. Je le trouve ingrat et insultant. Il y a une forme en tout cas, d'ingratitude, et c'est aussi, mais il y a quelque chose qui doit être dit quand même. C'est que, est-ce que, dans la bouche de Jean-François Roberge, est-ce que c'était un bon choix de mots de présenter ça de cette façon-là? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, dire, écoutez, il y a, la capacité d'accueil et tout ça. En même temps, quand il dit la misère du monde, c'est pas ça que Justin Trudeau avait dit. Le fameux tweet de Justin Trudeau, il disait genre à tous si vous vivez de la misère à travers le monde, le Canada vous attend, le Canada vous ouvre les portes. On voit ce que ça a donné. Tout à fait. Puis de toute façon, là, il a l'intelligence, au moins, Daniel Laferrière, au tout début de l'entrevue, de dire que ce mot-là ne le choque pas. Il comprend l'expression. Il dit, on dit ça aussi quand on invite trop de gens à souper. On dit, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Hein? Puis c'est pas parce qu'on fait référence à des immigrants, c'est qu'on fait référence à un trop grand nombre de personnes. Il comprend ça. Ce qui l'a blessé, c'est l'usage répétitif du mot misère du monde. C'est une expression. Il connaît ça. C'est un écrivain. Ouais. De mauvaise foi. Alors, vous lirez ma chronique dans le Journal de Montréal de demain matin, mais elle sera peut-être en ligne même au cours des prochaines minutes, où je fais une petite analyse des déclarations passées de Monsieur Laferrière. Et le mot misère revient souvent. Fait qu'il y a de la misère avec le mot misère, mais misère qu'il utilise souvent, le mot misère. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Cybèle Olivier. Ça me fait plaisir et les gens sont vraiment d'accord et contents d'entendre cette chronique-là. Bravo, Rémi, de le dire. Rémi Villemur pour premier ministre, s'il vous plaît. Et les gens sont contents aussi d'entendre des gens défendre le ministre Berge et ses propos. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que c'est une émission équilibrée. Merci, à demain. Cube.